On va monter à la tribune dans un instant et cette année, eh bien, le mot d'ordre est lié à l'Europe, aux Européennes. Oui Clément, et je regarde juste derrière moi puisque la musique vient de partir et Marine Le Pen a priori devrait monter dans quelques minutes. C'est Jean-Marie Le Pen qui vient de terminer son discours. Il a rappelé dès le début que c'était la 40e fois que le FN venait célébrer Jeanne d'Arc et le 27e défilé du Front National pour ce 1er mai avec ce slogan, vous le voyez également derrière moi, non à Bruxelles, oui à la France, petit pied de nez. Au-dessus du toit, au-dessus de l'opéra, sur le toit, eh bien, se trouve un drapeau européen comme ironie du sort. Voilà Marine Le Pen qui est en train d'arriver, vous allez la découvrir dans quelques minutes sur les images. La présidente du FN qui devrait s'exprimer pendant 30 à 40 minutes environ, et derrière elle se trouvent les maires récemment élus du Front National ainsi que toutes les têtes de liste pour les européennes. Effectivement, Julien, on voit cette image de Marine Le Pen qui s'approche donc du pupitre pour ce discours qui va être consacré à l'Europe, puisqu'on est à 3 semaines maintenant des élections européennes. Le Front National qui avance un chiffre d'ailleurs sur la mobilisation en ce 1er mai. 20 000 personnes rassemblées place de l'Opéra à Paris. Pas de chiffre du côté des forces de l'ordre pour l'instant. Vous qui êtes venus ici de tout le pays, de chaque coin de France, vous qui nous regardez sur Internet jusque dans nos si beaux territoires d'outre-mer, vous, les éclaireurs de cette immense armée de patriotes qui se rassemblent toujours plus nombreux à l'appel de notre pays, à tous, je voudrais vous adresser un immense remerciement. À vous d'abord, l'avant-garde militante de notre peuple, à vous les militants irréductibles de la cause de la France, à vous les plus conscients des patriotes, à vous qui êtes ici pour dire que la France est immortelle, qu'elle n'est pas une idée du passé, mais au contraire, malgré tout ce que ces beaux messieurs disent partout, qu'elle est une réalité vivante, une réalité essentielle, une réalité de chair et de sang, puisqu'elle s'incarne en vous qui êtes ici et en tous ceux qui croient en la France. Car vous représentez ces millions de Français pour qui le mot patrie, le mot France sont des mots vivants, chaleureux, exaltants, des mots d'espérance et de communauté fraternelle. Oui, bien sûr, nous allons parler de la France, nous allons parler d'Europe, nous allons parler de notre futur, nous allons parler des combats à venir, mais ces mots, ils recouvrent la forte et sensible réalité qu'est la patrie française, un territoire, une langue, une histoire, mais aussi et surtout un peuple, des hommes et des femmes de tous âges et de toutes conditions. Car que serait la France sans les Français sans la France, dans ce dialogue toujours recommencé entre les idées qui nous grandissent et les hommes qui les exaltent et les incarnent. Pour moi, la France, c'est une réalité visible, concrète, peuplée de personnes réelles dans la vie quotidienne traversée d'espoir, de crainte, d'espérance ou d'angoisse, doit être l'alpha et l'oméga de ceux qui prétendent au gouvernement de la France. Oui, celui qui prétend au destin de président de la République ne doit avoir qu'une pensée, qu'une obsession, qu'un sentiment, celui de faire toujours, à chaque instant, ce qui est bon pour la France, donc ce qui est bon pour les Français. Les Français ne sont pas des réalités statistiques, des groupes, des pourcentages dans un sondage. Ce sont des êtres de chair et de sang qui vivent et qui souffrent, qui aiment et qui rient, qui étudient, qui bâtissent, construisent un patrimoine, qui inventent, qui se soignent, qui se déplacent et qui prennent leur retraite. Alors au-delà des grands mots, c'est à travers vous à la France, donc au peuple de France que je m'adresse, à ce grand et magnifique peuple qui a donné tant de choses à l'humanité, parce qu'il porte le beau nom de Français, et que ce nom-là lui donne des responsabilités uniques dans le monde tel qu'il est. La France, mère des armes, des arts et des lois, qui porte fièrement avec le drapeau tricolore cette devise « Liberté, égalité, fraternité » que nous avons diffusée à travers le monde, parce que nous sommes Français et que la République n'est universelle que parce qu'elle est française,
Parce que le monde a besoin de la France quand il parle de liberté, d'égalité et de fraternité. Parce que le monde a besoin de la France quand il parle de raison, de tolérance et d'humanité. Parce que le génie de la France est une source où de tout temps puisa la pensée des peuples libres. Vous êtes là. Cette France-là, c'est vous. C'est celle de notre peuple courageux, industrieux, inventif, accueillant, généreux. C'est celle de notre langue qu'on entend aux quatre coins de la terre. Ces Français qui portent, lorsqu'ils sont unis et fiers d'eux-mêmes, les lumières de la raison et du savoir. Les Français, ce peuple de lions, lorsqu'ils ne sont pas gouvernés par des ânes et qui sont les champions de la liberté, de la souveraineté et de l'indépendance nationale. Alors, réduire la France à l'état de petite circonscription administrative du magma européen et les Français à celui de petit peuple régional, c'est éteindre la lumière. Mais c'est bien normal, quand nos gouvernants pensent comme des présidents de conseils généraux et qu'ils n'ont comme vision de la France que celle de petits boutiquiers et de tristes comptables. Alors, qui, pour sauvegarder cette mission universelle de la France face aux assauts violents qui aujourd'hui tentent de défaire notre pays, son identité et sa prospérité, qui la porte, qui l'incarne? François Hollande? La mission de la France est bien trop grande pour François Hollande. Il n'en a jamais perçu l'étendue, la nécessité même. François Hollande a vite endossé, aussitôt élu, les habits du petit gouverneur de la province France que Mme Merkel et M. Barroso lui ont demandé d'enfiler. Il s'est très vite senti parfaitement à son aise dans le costume de sous-préfet européen laissé à l'Élysée par son prédécesseur Nicolas Sarkozy. Alors qui? Manuel Valls? Ce joker-là, si vite sorti, à l'issue des municipales, à l'issue de cette déroute pour le camp au pouvoir, peut-il être la voix de la France? Mais il n'a jamais eu la moindre idée de ce que la France est capable de faire, ni du chemin qu'elle devrait prendre pour retrouver sa voix dans le monde, obsédé qu'il est par sa fonction de premier communicant, servi le relais dans notre pays des exigences dessinées ailleurs, à Bruxelles et à Berlin. Qui pour la France? L'UMP? Vous y croyez une seule seconde? Ce parti qui a mis la nation à genoux pendant 10 ans, lui faisant perdre, année après année, un peu plus de sa fierté et de sa vitalité. Ce parti qui, comme celui qui l'a remplacé ensuite, s'est vautré dans la soumission à l'Union européenne et à l'Allemagne. Le PS, l'UMP ont failli. L'UMPS a totalement échoué. L'UMPS n'est plus en mesure de porter la voix de la France et a fortiori de l'incarner. Il n'y a plus, mes chers amis, comme dans les heures les plus tristes de notre histoire, que sur le peuple de France que l'on puisse compter. Mais encore faut-il, mes chers compatriotes, que notre peuple se fasse entendre, qu'il soit capable, par les moyens légaux encore disponibles, de dire sa colère, de crier sa soif d'avenir. Encore faudrait-il, à l'heure où il est appelé aux urnes, qu'il s'y rende et qu'il s'y exprime, que chacun le sache. Et je le dis ici avec la plus grande solennité. Le 25 mai, le jour des élections européennes,
Il est plus qu'essentiel d'aller voter. C'est une nécessité vitale pour la France. Il ne faut pas se tromper. Certains d'entre nous font une funeste erreur. Ils pensent qu'en boudant les urnes le 25 mai, ils diront leur mépris pour cette Union européenne qu'ils n'aiment pas. Ils se feront entendre, qu'ils enverront ainsi un signal fort. Mais c'est tout l'inverse. Ceux qui n'iront pas voter le 25 mai aux élections européennes laisseront aux partisans de cette Union européenne la possibilité de continuer leur œuvre funeste. Ils laisseront les fossoyeurs de la France continuer à la défaire. Ils les laisseront détruire l'héritage de nos aïeux. Ils les laisseront oublier le sacrifice de tous ceux dont les noms sont inscrits sur tous les monuments aux morts de tous les villages de France pour que notre pays reste libre. Car qui ne dit mot consent. Et c'est bien ce qu'ils espèrent, les François Hollande, les Manuel Valls, les Jean-François Copé. Mais oui, ils espèrent l'abstention la plus élevée possible et tirer de cette abstention la preuve de votre consentement. Ils espèrent que les mécontents resteront chez eux. Ils espèrent que ceux qui sont contre l'Union européenne n'aillent surtout pas le dire dans les urnes pour pouvoir continuer tranquillement entre eux leur petit jeu de massacre. Ils rêvent que les défenseurs de la France, en s'abstenant, les laissent faire joujou avec le monstre froid qu'ils ont engendré. Vous n'allez pas leur faire ce cadeau quand même. Alors le 25 mai, vous qui avez voté pour moi en avril 2012, ou qui depuis avez rejoint mes idées, vous qui avez spontanément le réflexe patriote, vous qui rejetez l'Union européenne qu'on vous concocte depuis des années, vous aussi, jeunes Français, pleins de fougue et d'espérance, vous qui avez envie que ça change, vous qui avez envie de rester fidèles à la tradition de liberté de notre pays, ne tombez pas dans le piège infernal de l'abstention. Ne me décevez pas et allez voter. C'est votre devoir de patriote. Ces élections, mes chers amis, sont un rendez-vous crucial, beaucoup plus qu'il n'y paraît. C'est précisément le moment de s'interroger sur ce qu'est devenue l'Union européenne et sur ce qu'elle signifie désormais pour la France et les Français. C'est le moment pour certains d'en prendre conscience, mais c'est surtout le moment pour beaucoup qui ont déjà compris de dire stop. Vous le savez, après le traité de Maastricht, puis celui de Lisbonne, adopté en dépit de la volonté du peuple français, qui avait massivement rejeté la Constitution européenne en 2005, les valets de l'UMPS, ses présidents et premiers ministres successifs, ont décidé de confier les clés de la France à l'Union européenne. En votre nom, mais sans vous demander votre avis, à votre insu, bien souvent, et même contre votre gré, comme en 2008. Et qui se sert de ces clés? Qui ouvre et ferme les portes? Qui vous donne et qui vous reprend les autorisations? Des gens qui ne sont même pas élus, des gens qui n'ont aucun compte à rendre aux électeurs, des gens qui font ce qu'ils veulent. Pour nous, peuple français, c'est le contraire. Nous ne faisons plus ce que nous voulons. Non seulement l'Union européenne ne nous demande plus notre avis, mais c'est nous qui devons lui rendre des comptes. C'est à nous de réclamer des permissions pour tout, comme si nous étions un peuple enfant, incapable, inapte, sous tutelle. Des permissions pour tout, pour faire baisser la monnaie, pour relancer la croissance et l'emploi, pour garder la main sur des sociétés stratégiques comme Alstom, à qui nous devons la fabrication de nos TGV et de nos centrales électriques. Des autorisations pour protéger nos entreprises de la concurrence venue de pays où la main-d'œuvre est à bas coût, où le SMIC n'existe pas, où les prud'hommes n'existent pas, où les normes de sécurité ou de temps de travail n'existent pas. Et ces permissions, nous avons beau nous mettre à terre pour les avoir, nous avons beau ramper comme sont allés ramper récemment Michel Sapin et Arnaud Montebourg à Bruxelles et Berlin, ces permissions, nous ne les obtenons jamais, car nos dirigeants se sont bien trop longtemps comportés en esclaves pour qu'on nous considère aujourd'hui avec le respect que l'on nous doit. Quand on donne à n'importe qui le double des clés d'une maison dont on est responsable, on trahit la confiance qu'on vous a accordée. Nos présidents qui avaient reçu les clés, les passes, les codes d'accès pour tout, et qui devaient logiquement les remettre en partant à leurs successeurs, en ont distribué des doubles à tout le monde, à des gens que vous ne connaissez même pas.
Le peuple français ne contrôle plus rien, ni le budget, ni la monnaie, ni la défense, ni les banques, ni les dépôts bancaires, ni les frontières. Sa politique budgétaire est à disposition de ses partenaires. On entre dans le pays comme dans un moulin. Notre pays a le besoin le plus urgent de redevenir maître chez lui. Il doit décider de ce qui lui convient, de la politique qui permettra de retrouver le chemin de la prospérité, de la confiance et je dirais aussi de la joie de vivre, de l'optimisme. Car que disent les gens déprimés? Précisément qu'ils ne contrôlent plus rien. Entre l'état moral d'une nation et celui d'un individu, il y a d'étroites ressemblances. Un État qui ne contrôle plus rien est un État qui s'enfonce dans la déprime. Eh bien, notre mouvement a l'ambition de sortir le pays de la déprime avant qu'il ne soit trop tard. En faisant quoi? En enrayant au plus vite l'engrenage de l'austérité imposée par Bruxelles, qui est déjà la cause d'un appauvrissement de la nation, la source d'un chômage de masse et le ferment d'une formidable récession sociale et économique. Nous voulons faire en sorte que la déprime des Français ne se transforme pas en dépression économique infinie, puis en crise politique. C'est la vérité qui est cause d'apaisement, mes chers amis. C'est le mensonge qui est cause d'inquiétude. On nous ment, donc nous sommes inquiets. Qui décide, à votre avis, de la politique draconienne d'austérité de 50 milliards que vient de nous présenter François Hollande? Pensez-vous que notre énergique président l'ait décrété lui-même? Pas du tout. Elle lui a été prescrite par l'Europe. C'est l'Europe qui exige cela de lui. Nous savions déjà qu'il n'était pas très fort pour la décision, mais nous voyons qu'il l'est encore moins pour la résistance. Certains espéraient qu'il allait défendre notre peuple contre le chômage de masse, contre l'appauvrissement des petits employés, des retraités et des veuves, dont la pension ou la moitié de pension n'augmente plus. Et que voyons-nous? Le contraire. Salariés, entrepreneurs, retraités, tout le monde fait le gros dos. Personne ne veut plus ou ne peut plus ni dépenser ni investir, et pour cause. Hormis les 1%, les plus riches, tous les autres ont de moins en moins. Et s'accentue alors le marasme du pays pour permettre à nos dirigeants d'obtenir une bonne note à Bruxelles et pour permettre de rassurer les marchés financiers. La Maison France n'achète même plus les produits qu'elle fabrique, le patriotisme économique étant banni par l'Union européenne. D'autres pays ont connu le même sort avant nous. La Grèce, le Portugal, l'Espagne, l'Italie ont amorcé la même spirale descendante sous l'influence de l'Union européenne. Nous ne voulons pas que la France subisse ce destin. Nous ne voulons pas qu'elle le connaisse. Nous ne voulons pas nous résoudre à ce qu'on nous présente inévitable. Quand il reste le pouvoir de dire non, rien n'est inévitable. La lâcheté n'est jamais inévitable. L'esclave dit oui, l'homme libre dit non. La France, en nation libre, doit dire non. Alors, parlons 2 minutes de l'euro, ce sujet tabou que je n'ai pas peur d'aborder. Cette monnaie trop chère, inadaptée à notre économie, cette monnaie qui ne convient qu'aux grands brasseurs d'affaires, mais pas aux PME, pas aux petites gens dont le prix du café au comptoir a doublé le jour de son adoption et qui a précipité la désindustrialisation de la France. Tout a été imaginé pour sauver l'euro. Mais qu'ont-ils imaginé pour sauver les entreprises, les retraites, l'initiative individuelle? Même chose pour le chômage. La Grèce, l'Espagne sont à 26% de chômage, 60% chez les jeunes. Vous croyez vraiment que c'est une fatalité? Vous pensez réellement que c'était inévitable? Là encore, nous ne croyons pas qu'un remède qui laisse le malade avec 8 de tension soit le meilleur moyen de le guérir. Oh, la France n'en est pas encore là, mais le chômage de masse s'étend et la tension du malade ne cesse de baisser. Le chômage touche aujourd'hui près de 6 millions de personnes. Et nous ne parlons même pas du chômage qui ne se déclare plus, tapi derrière le cache-misère du RSA, des stages ou des pré-retraites. Chacun devrait pourtant être fier d'être
et de travailler là où il est. Chacun devrait être convaincu d'avoir une place. Autrefois, quand on parlait de l'emploi de son enfant, on disait « il a trouvé une place ». J'ai trouvé une place. Trouver un travail, c'est trouver sa place. Eh bien, nous voulons redonner une place à chacun. L'Union européenne, c'est aussi l'incitation à ce qu'ils appellent pudiquement l'optimisation fiscale. Ce n'est pas sans effet, bien sûr, sur nos comptes publics qui s'en trouvent gravement déficitaires. Si les grosses entreprises ne paient plus d'impôts parce qu'elles emploient un bataillon de conseillers afin d'effectuer cette optimisation fiscale, Le son est là? Où est le son? De son et d'image, visiblement, dans cette retransmission en direct du discours de Marine Le Pen depuis la place de l'Opéra à Paris. On va essayer de résoudre ces problèmes techniques. Mickaël Darmon est avec nous, évidemment, pour évoquer déjà les premières déclarations faites par Marine Le Pen, qui tire évidemment à boulet rouge sur le gouvernement, sur le chef de l'État, avec aussi un appel à voter. On m'indique que la liaison est rétablie. On va écouter Marine Le Pen en direct. C'est la capacité de notre nation à fixer elle-même son budget et sa fiscalité, pour pouvoir appliquer des impôts beaucoup moins lourds à nos petites entreprises, celles qui créent l'emploi, plutôt que de multiplier les cadeaux aux grandes multinationales. Ce principe de justice fiscale, nous l'appliquerons aussi aux ménages. Moins d'impôts pour les petits et les classes moyennes qui n'en peuvent plus de supporter l'intégralité du fardeau. Cette injustice fiscale s'accompagne en Union européenne d'un libre-échange maladif dans les rapports commerciaux. Libre, nous dit-on? Mais qui est libre dans cette affaire? Pas vous, en tout cas. C'est la liberté du renard dans le poulailler. Le malheur, c'est que c'est nous, les poulets. Non seulement on vous fait les poches pendant que les grands groupes s'enrichissent, mais l'Union européenne fait voter des accords de libre-échange sans que vous soyez ni consultés, ni même informés. L'Europe est une organisation politique dont vous apprenez par hasard 2 ans après qu'elle a pris des mesures soi-disant pour votre bien, évidemment sans vous en parler. Ces 2 dernières années ont ainsi été signés des accords qui ouvrent totalement nos frontières au Canada, à la Corée du Sud, au Brésil, au Maroc, et j'en passe, et des nombreux, et des plus graves encore, comme celui en préparation avec les États-Unis. Les Français sont mis impitoyablement en concurrence avec des travailleurs payés une misère et moins protégés. Qui vous l'a dit? Quand l'avez-vous appris? Jamais. Et quand vous l'apprenez, c'est le jour de votre licenciement ou le jour où votre employeur vous propose d'aller travailler en Roumanie ou en Pologne pour 300 € par mois. Vous l'avez tous bien compris. Le pivot de ce système effroyable, ce sont les grandes banques. L'Union européenne et le gouvernement français les adorent. Et pourtant, elles font de moins en moins leur métier. Elles prêtent de moins en moins aux entreprises qui créent du travail et de la richesse. Elles utilisent l'argent de l'employé, de la secrétaire, de l'infirmière, du fonctionnaire, du retraité pour spéculer sur les marchés financiers et de surcroît dans des opérations que la plupart des épargnants n'auraient jamais approuvées. En clair, elles jouent au casino avec vos économies. Et lorsqu'une catastrophe naît de cette spéculation absurde, comme pendant la crise de 2008, eh bien l'argent de l'employé, de la secrétaire, de l'infirmière, du fonctionnaire, du retraité doit sauver ces banques de la faillite sans contrepartie. Savez-vous, mes chers compatriotes, qu'avec la nouvelle directive sur l'union bancaire, votre banque n'est même plus contrôlée par les autorités françaises, mais devrait être sauvée avec l'argent de vos propres dépôts, comme les Chypriotes en ont déjà fait l'amère expérience l'an dernier. Cette loi qui permet de vous spolier le plus légalement du monde d'une partie de vos comptes en banque a été votée au mois d'avril. Eh oui, c'est la Commission européenne qui décidera du sort des banques françaises en cas de problème. C'est elle qui demandera la ponction des comptes des déposants pour renflouer les banques en difficulté. Nous n'avons pas cette conception de la politique, que leur Union européenne se mette à plat ventre devant les marchés et les banques pour le peu de temps qu'il lui reste à vivre. Notre nation, elle, se fera respecter et remettra les choses à l'endroit, l'économie au service de la politique et non l'inverse. Cette loi de la jungle, nous ne pouvons plus l'admettre, car c'est aussi Bruxelles qui a inventé ce statut grotesque du travailleur détaché, à travers des directives et règlements européens
que l'UMP et le PS ont systématiquement voté. Ah ben oui, on incite ainsi à l'embauche sur le territoire national de travailleurs dont les charges sont 30 à 60% inférieures aux nôtres. Mais le résultat, nous le connaissons tous. Des camionnettes de travailleurs, souvent d'Europe de l'Est, qui sillonnent notre pays pour réaliser des travaux partout, y compris d'ailleurs sur fonds publics. Ce n'est même pas du travail au noir. C'est l'organisation délibérée, planifiée de la mise à genoux des artisans et ouvriers français avec la bénédiction des autorités européennes et nationales. C'est l'instauration de la priorité étrangère à l'emploi en France. Sur certains chantiers en cours, rendez-vous compte, il y a même plus 50% de travailleurs français. Sur le terminal méthanier de Dunkerque, 60% des travailleurs sont étrangers. Jusqu'où allons-nous supporter cela alors que des millions de Français sont au chômage? Directive détachement et élargissement insensé de l'Europe à l'Est. Voilà le cocktail détonnant des docteurs Maboul de l'UMPS qui est en train de faire exploser l'économie, l'emploi et le modèle social français. Il faut d'urgence abroger cette directive détachement, comme il faut se battre chaque instant contre le dumping social et environnemental qu'on impose à notre peuple et à l'ensemble des nations d'Europe. Tourner le dos à toute forme de patriotisme économique, c'est abandonner les petits, mais aussi abandonner les fleurons de notre pays, le cœur de notre patrimoine industriel. La Commission européenne nous refuse le droit d'aider nos entreprises stratégiques. La France ne serait plus autorisée à défendre ses intérêts industriels. Elle serait sommée de les sacrifier aux lois du marché et aux appétits rapaces de ses concurrents. Hier, nous perdions Arcelor, vendu et dépecé par Mittal, avec la promesse alléchante de l'émergence d'un géant mondial de l'acier. Il était si géant, ce nouveau groupe, qu'il ferma les uns après les autres tous les grands sites français de production. Et c'est ainsi que s'éteignirent, probablement pour toujours, les hauts fourneaux de Florange. Demain, ou devrais-je dire aujourd'hui, voici venu le tour d'Alstom, condamné à passer sous contrôle américain ou allemand. Cette entreprise bénéficiaire, l'un des plus vieux groupes industriels du monde, qui assure à la France une partie de son indépendance énergétique par son rôle essentiel dans la filière électronucléaire, soudainement n'aurait plus d'avenir qu'entre les mains de ses concurrents? Mais quel baratin est-on encore en train de nous chanter? Le problème d'Alstom, mes amis, est symptomatique d'un mal qui touche la plupart de nos fleurons et qui les expose aux rapacités étrangères. D'abord, l'euro trop cher, qui ruine notre compétitivité, puis l'éparpillement du capital et l'absence d'actionnaires nationaux solides. Et la cause de cette absence? Eh bien, ce sont les règles européennes établies par l'UMPS qui ont contraint au retrait progressif et massif de l'État du capital d'un nombre impressionnant d'entreprises. Quel gâchis, quelle honte, quel scandale. Et disons-le clairement, quelle trahison industrielle. Et la liste est longue de ces fleurons que nous avons perdus pour les mêmes raisons. Péchinet, Rhodia, Lafarge, et j'en passe. Quand ces entreprises passent sous domination étrangère, ça n'est pas seulement une entreprise qui y perd, c'est la France. La France qui perd des bassins d'emploi pour ses enfants, des centres de recherche pour ses ingénieurs, la maîtrise des savoir-faire et de la technologie, l'indépendance enfin, en perdant le contrôle de filières que nous maîtrisions jusqu'alors d'un bout à l'autre de la chaîne. Une fois de plus, nous sommes les dindons de la farce, sommés de baisser la tête, de tourner les yeux et de réprimer toute forme de fierté nationale qui ne serait à les entendre qu'un relent d'orgueil ou d'un sentiment plus noir encore. Il est d'autant plus injuste de devoir abandonner nos grandes entreprises stratégiques qui sont l'une des forces de notre pays, alors qu'aucune ne peut naître et se développer sans le concours actif de l'État. Il faut le dire et le répéter, au-delà du
fois, c'est un problème de micro sur place, m'indique-t-on. Le micro de Marine Le Pen qui ne fonctionne plus. Et vous entendez ses partisans entonner la Marseillaise en attendant évidemment d'essayer de résoudre ce problème technique. Qui viennent jusque dans nos bras. Je crois qu'on peut continuer. Merci. Alors, mes chers amis, à les entendre, nous n'avons aucune inquiétude à avoir pour Alstom. Nous garderons les usines, les centres de recherche, les sièges sociaux et en prime des parts de marché supplémentaires à l'étranger. Ben voyons. Vous remarquerez aussi, et c'est ce qui doit attirer votre méfiance, que c'est exactement la même musique que l'on nous joue depuis 30 ans avec l'Union européenne. Donnez-nous vos compétences, votre souveraineté, et vous aurez la croissance, le plein emploi et la prospérité. Allons, vous savez ce que pensent et disent tous ces eurobéats du système, tous ces radoteurs de la pensée unique européiste. Oh, un petit groupe français ne pèse rien face aux multinationales américaines. Et puis la France est un petit pays à l'ère de la mondialisation. Hier encore, M. Muselier radotait en débat cette ineptie. Eh bien moi, je ne veux plus. Je ne peux plus entendre ça à longueur de journée dans la bouche des commentateurs, des journalistes, des personnalités politiques de premier plan. Tout cela m'est insupportable. Et je sais que vous êtes des millions à ressentir la même chose que moi. C'est la raison de mon engagement politique. Rendre à la France sa fierté, sa place dans le monde, et aux Français la maîtrise de leur destin, la maîtrise de leur pays. Français, le 25 mai prochain, mettez fin à ce système qui vous méprise. Ne laissez plus la trahison de l'UMP et du PS offenser l'histoire. Tournez le dos au déshonneur de la capitulation. On vous spolie de vos richesses et de vos entreprises. Mais c'est votre pays tout entier qu'on vous enlève. Plus de frontières, plus de possibilités de contrôler qui entre et qui se maintient sur notre territoire. Il nous faut ainsi subir, année après année, des vagues massives d'immigration en provenance de pays issus d'autres civilisations, dont les mœurs, les coutumes et les traditions sont pour beaucoup incompatibles avec notre mode de vie. Nous n'avons plus le contrôle de ce que nous faisons et le système veut désormais nous faire perdre le contrôle de ce que nous sommes. À écouter la doxa dominante, il n'y a plus aujourd'hui d'identité française autre que le métissage à marche forcée et le multiculturalisme. Nous serions tous de semblables représentants de l'homo economicus qui consomme et ne pense plus. Si choisir la France et devenir français, c'est seulement y vivre et y payer sa facture d'électricité, alors effectivement, rien ne distingue plus un Français d'un Allemand ou d'un Roumain, un Français d'un Algérien ou d'un Chinois. Et comme la France reste un pays attrayant, les gens y viennent de plus en plus nombreux. Profiter pour certains de ses bienfaits sans y avoir contribué et pratiquer leurs usages en ignorant les nôtres. Eh bien non! La France n'a pas vocation à ne plus être française. La France doit demeurer la France et son peuple demeurer français. Cette vérité, nous ne cesserons jamais de la proclamer. Cette vérité, mes chers amis, et nous ne cesserons jamais de le proclamer, ne signifie pas que des étrangers ne puissent devenir français, mais simplement qu'en nombre limité et avec notre accord préalable, ils doivent s'inscrire par eux-mêmes dans la continuité de ce que nous fûmes et de ce que nous sommes. L'assimilation, c'est-à-dire le dépouillement volontaire par un individu d'une partie
de sa culture et de son identité d'origine pour épouser celle du pays hôte est un devoir moral pour celui ou celle qui, né étranger, souhaiterait devenir français. Mais cette assimilation, nous le disons également, est impossible tant que l'immigration continuera au rythme de 200 000 entrées légales par an et probablement à peine moins pour les entrées illégales. Alors il est plus que vital d'y mettre fin. Il est plus qu'urgent que jamais de retrouver nos frontières effacées par l'Europe et de sortir de Schengen. Or, bien sûr, la conséquence de cette immigration de masse, c'est le communautarisme. Une conséquence dramatique, puisqu'il s'agit en effet d'un phénomène naturel lorsque des hommes arrivent en si grand nombre qu'ils ne se conçoivent plus eux-mêmes que comme un groupe. Au contraire de l'assimilation, démarche toujours individuelle qui demande effort et volonté. Ce communautarisme, et je le dis avec gravité, porte en lui les germes de la division et des conflits de demain. La France y perdra, c'est inévitable, mais plus grave encore, elle risquerait d'en mourir. Notre pays touche à un point de non-retour. Ces élites, qui ont depuis longtemps tourné le dos à la patrie et défendent aujourd'hui une vision post-française, ont également organisé son démembrement. Le peuple, sans doute trop longtemps aveuglé par les promesses de ses gouvernants, est aujourd'hui le dernier rempart au déclin de notre pays. Il lui incombe de relever la France, de la soustraire aux mains de ses maîtres geôliers, banquiers avides, commissaires non élus et autres traîtres dirigeants de l'UMP et du PS. Voilà pourquoi nous menons et nous mènerons un combat sans faiblesse contre la Commission de Bruxelles, parce qu'elle ruine le moral des Français et obstrue l'avenir de la France. Nous voulons bâtir une Europe des nations libres et souveraines, une Europe des peuples et des coopérations. Sauver notre pays des périls qui menacent également nos voisins suppose de mettre à bas l'Union européenne et ses technostructures, cet ensemble fédéral, prison des peuples, mis en œuvre par des hommes imbus d'eux-mêmes, qui ont considéré un jour qu'il était grand d'effacer l'idée de patrie et nécessaire de soumettre les États-nations aux volontés d'un petit groupe. Je vous l'ai dit, la grandeur de la France réside dans sa singularité. De tout temps, son rôle et sa mission ont été de servir d'éclaireur aux autres peuples d'Europe et du monde. La France n'a d'autre vocation en Europe que de montrer la voie de la liberté d'abord, puis celle de la prospérité, du progrès et de la puissance. Et nous réussirons cette mission qu'à la condition que la France reste elle-même. L'Union européenne met notre pays sur la voie du sous-développement. Tous les projets mûris en son sein lui sont néfastes. Ah, le dernier en date, mais pas des moindres, c'est le projet de traité pour un grand marché transatlantique. Ce texte qui propose d'étendre tout ce qui a échoué en Europe à une échelle plus vaste encore, liant notre continent aux États-Unis dans un grand marché commun, abaissera toutes les normes, à commencer par les normes alimentaires. Ah, bœuf aux hormones, poulet à la javel, animaux clonés, plantes OGM, bienvenue dans vos assiettes et merci l'Union européenne. Mais, mes chers amis, nos normes, nos règles sont l'expression de nos préférences collectives, de nos choix de société. Elles sont issues de notre expérience, de nos exigences. Elles ne sont pas négociables. Le traité transatlantique, c'est aussi la mise en concurrence brutale de nos agriculteurs avec l'agriculture américaine, hyper intensive et ultra compétitive. Alors oui, le risque est réel de voir nos éleveurs disparaître. Enfin, au chapitre des projets fous de ce traité, négociés en secret et dans l'opacité la plus complète, il y a juste la possibilité pour les multinationales d'attaquer les États devant une justice privée. Vous savez, une sorte de tribunal d'arbitrage, comme dans l'affaire Tapie. Ça donne confiance, hein. Et alors, contre ce qui se décide dans votre dos, la première solution, la plus urgente,
c'est d'envoyer au Parlement européen des députés bleu marine, des députés patriotes, afin qu'ils rompent la loi du silence. Je vous parlais tout à l'heure des périls graves que l'immigration massive fait courir à notre pays. Cette immigration est l'une des conséquences de l'ouverture totale de nos frontières. Nous sommes favorables aux frontières parce que nous pensons qu'en l'absence de frontières, un pays se dissout. La frontière est aussi nécessaire à un pays, comme l'a dit récemment un philosophe venu de la gauche, que la peau est nécessaire à chaque homme. Son rôle n'est pas de défendre, mais de réguler l'échange entre le dedans et le dehors. La différence entre moi et l'autre n'est pas illégitime, elle est une partie de ma définition. L'identité est ce que la nature a fait de mieux pour permettre aux individus, puis aux sociétés, de savoir qui ils sont, où ils vont, c'est-à-dire d'accéder à la conscience et d'avoir un destin, un projet, un avenir. Quand on sait qui l'on est, nulle agressivité envers quiconque. Ce qui est dangereux, c'est le défaut d'identité. C'est lui qui précipite les communautés les unes contre les autres. D'ailleurs, d'un personnage déséquilibré, on dira dans la vie sociale qu'il ne sait plus où il en est. C'est faute d'avoir trouvé sa définition, son rôle, sa place, que l'individu se heurte à son entourage. Et cette définition, en France, doit redevenir ce qu'elle était il y a encore très peu de temps. Se percevoir comme français, ce n'est pas seulement avoir des papiers. C'est adopter notre pays parce qu'on en a choisi les règles, les caractéristiques, l'histoire, la langue, l'hymne national. C'est donc le connaître et le reconnaître. Les amis, 1979, je vous parle d'un temps que les moins de 40 ans ne peuvent pas connaître. Mais en 79, déjà, le PS et l'UMP, enfin les ancêtres de l'UMP, nous promettaient de changer l'Europe. Les uns parlaient d'Europe sociale, les autres d'Europe puissance. En 35 ans, nous n'avons vu ni l'une ni l'autre. Au contraire, en 35 ans, toujours plus de chômage, toujours plus d'immigration, la France de plus en plus marginalisée dans les affaires du monde, toujours plus d'Europe, donc toujours moins de protection pour les peuples, et la fuite en avant se poursuit, comme une machine emballée, hors de contrôle. Le système européiste multiplie les règles, les audits, les institutions, les cours de justice, et toujours les coûteuses usines à gaz. Le système européiste ne peut pas se réformer, mes amis. Il ne peut que courir vers le précipice. Il ne peut pas se réformer, car pour le réformer, il faudrait l'accord unanime de 28 pays. Et puis, une indivision ne se réforme pas, elle se liquide. Le système européiste ne peut pas se réformer, car sa logique interne est l'ultralibéralisme et son idéologie le mondialisme, c'est-à-dire la loi de l'argent, le totalitarisme du profit à tout prix, au prix de la liberté des hommes, de la sûreté des nations, de l'équilibre de l'économie et de l'identité des peuples. Voilà pourquoi nous voulons que la France, notre patrie, retrouve son indépendance. Une France souveraine proposera à notre continent tout entier une autre architecture. Une France qui sera elle-même proposera une Europe des nations libres. Pour que la France retrouve sa liberté, il faut que nous ayons un groupe puissant et nombreux au Parlement européen au soir du 25 mai prochain. Car à côté de nous, mes amis, dans les patries voisines, se lèvent aussi les peuples européens, prêts à nous rejoindre pour mener cette grande et historique bataille contre l'asservissement et la régression. Car eux aussi sont aux prises avec les européistes de leur pays. Et c'est fou ce que les leurs ressemblent aux nôtres. On dirait que d'un pays à l'autre, ils les ont clonés déjà. Ce sont les mêmes européistes, les mêmes jusqu'à la caricature. Alors, Français, mes chers compatriotes, je vous le dis solennellement, s'abstenir le 25 mai prochain, c'est oublier la France, c'est tourner le dos à notre nation et à notre patrie. Chacun d'entre nous doit donc convaincre sa famille, ses amis, d'aller voter le 25 mai prochain. La France a besoin de chacun d'entre nous. Plus nous serons nombreux, plus la France retrouvera courage, énergie et confiance, plus nous pourrons reprendre librement notre destinée.
Si le peuple français nous place en tête le 25 mai prochain, le président de la République ne pourra pas ignorer le rejet de la construction européenne qui se sera exprimé. Les instances européennes elles-mêmes seront contraintes de freiner brutalement cette course folle. Car si par l'incompétence et la lâcheté de nos dirigeants, l'Allemagne est devenue le cœur économique de l'Europe, la France a été, est et restera le cœur politique des nations européennes, le pays vers lequel on se tourne afin d'y lire l'avenir des peuples. Si vous dites non, encore une fois, à cette folie européiste, un peu moins de 10 ans après le référendum de 2005 où vous avez été trahis, la seule solution pour le gouvernement français sera de revenir devant le peuple. La seule solution sera la dissolution de l'Assemblée nationale. La seule solution sera de nouvelles élections législatives et donc le moyen de changer radicalement la politique nationale. Mes amis, nous avons 3 semaines pour convaincre les Français. Ne perdons pas de temps pour ne pas perdre une seule voix. Notre combat est grand, notre combat est juste. Venez avec nous écrire l'histoire. Vive les nations, vive la République, vive la France! Voilà pour ce discours de Marine Le Pen, 3/4 d'heure environ, discours perturbé par la pluie, par quelques incidents techniques. On va revenir avec vous, Mickaël Darmon, sur Je ne sais pas si ça va nous sécher. Les grandes lignes des déclarations faites par Marine Le Pen, Nous allons donc qui est en train chanter ensemble notre hymne national. de s'adresser